Rome, mars 1944 avenue Jésus-Christ. La capitale du monde est en chaos. Le dictateur le plus puissant ayant jamais existé, Jules César, a été assassiné dans une conspiration menée par ses propres sénateurs. Dans les rues froides de Rome, l'avenir est incertain. Personne ne sait ce qui se passera après sa mort, pas même ceux qui l'ont tué. Au milieu du chaos, un jeune homme à peine âgé de 18 ans, inconnu de beaucoup, reçoit une nouvelle qui changera sa vie à jamais. Octave, arrière-neveu et fils adoptif de César, devient le seul héritier de sa richesse, de son nom, et de son destin. Mais Rome ne sait pas qui est Octave. Ils ignorent que ce jeune homme sera celui qui transformera une république en ruine en le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Ainsi commence l'histoire d'Octave Auguste, le premier et le plus grand empereur de Rome, un homme qui changea le cours de l'histoire, qui releva Rome de ses cendres, mais qui fut aussi responsable de trahison, de guerre et de décisions qui allaient modifier le destin de milliers de personnes. Un dirigeant acclamé comme visionnaire et généreux, mais aussi condamné par d'autres pour son ambition impitoyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'Auguste et découvrir ce qui fit de lui le leader le plus complexe et controversé que Rome ait jamais connu. Le 15 mars 44 avenue Jésus-Christ, Rome tremble face à un événement qui allait changer le cours de l'histoire, la mort de Jules César. Au Sénat, sous la lumière froide des torchers, un groupe de sénateurs conspire pour assassiner le dictateur qui avait accompli l'impossible, transformer Rome en une puissance mondiale. La République romaine, qui avait défendu le pouvoir partagé pendant des siècles, succombe désormais à la figure d'un leader absolu, et beaucoup au Sénat ne peuvent plus le supporter. Mais que reste-t-il lorsqu'un homme comme César tombe? Comment une ville entière, bâtie sur les piliers de la République, peut-elle retrouver son chemin après avoir perdu l'homme qui l'avait porté au pouvoir et semblait tout contrôler? Rome est plongée dans le chaos, au milieu de luttes de pouvoir entre les mêmes hommes qui lui étaient autrefois loyaux. À ce moment d'incertitude totale, une figure inattendue émerge, Octave, un jeune homme de 18 ans, arrière-neveu et fils adoptif de César. Personne à Rome ne savait qui il était. Octave n'était pas un général glorieux, ni un politicien expérimenté comme Marc-Antoine. Il n'était ni un homme de guerre ni célèbre. C'était simplement un adolescent confronté soudainement au plus grand destin qu'il ait jamais imaginé, hérité de l'empire de son père adoptif, Jules César. L'ampleur de son héritage n'était pas seulement financière, Octave possédait désormais quelque chose de plus précieux que tout trésor, le nom de César, l'héritage d'un homme qui avait atteint le pouvoir absolu. Mais Rome ne voyait en lui qu'un jeune inexpérimenté, un homme qu'il considérait comme une marionnette facile à manipuler. Mais que pouvait faire Octave face à une telle incertitude? Malgré la pression, Octave décide de prendre le contrôle, non seulement des richesses de son arrière-oncle, mais aussi d'un destin incertain que personne ne pouvait prévoir. Alors que Rome luttait pour comprendre ce qui allait se passer ensuite, Octave se dirige vers la ville, déterminé à revendiquer ce qu'il considérait comme son droit. Mais il n'hérite pas seulement du pouvoir, il hérite d'un empire brisé, où le conflit est inévitable. Ainsi commence l'histoire d'un jeune inconnu qui, grâce à sa ruse, son courage et sa capacité incroyable à manipuler les circonstances, allait devenir l'homme le plus puissant du monde connu. Octave non seulement survivra à la guerre civile à Rome, mais changera à jamais la structure politique du monde. Rome, 43 avenue Jésus-Christ. Le jeune Octave vient de recevoir l'héritage de Jules César, mais cela ne suffit pas pour que le monde le reconnaisse comme un leader légitime. Dans une ville où la trahison est monnaie courante, et avec Marc-Antoine et les sénateurs observant son ascension avec méfiance, Octave sait que le pouvoir ne s'hérite pas, il se prend. Malgré les doutes de la noblesse romaine quant à sa capacité à gouverner, Octave décide de ne plus attendre. Pour lui, l'héritage de César n'est pas seulement financier, c'est un outil de pouvoir qu'il doit prouver qu'il mérite. Mais la politique romaine est complexe et traîtresse. Marc-Antoine, l'homme le plus proche de César et ancien allié, aspire également au contrôle absolu. La rivalité entre Octave et Antoine devient le principal champ de bataille pour l'avenir de Rome. Le Sénat romain, craignant que le pouvoir ne tombe entièrement entre les mains d'un seul, imagine un plan ingénieux mais dangereux. Octave sera la figure publique, le visage du pouvoir, mais pas le gouvernant. Le véritable pouvoir restera entre les mains des sénateurs. Ce mouvement semblait sûr pour eux, mais ils ont sous-estimé quelque chose de vital. Octave n'est pas un homme facile à contrôler. Loin d'être la marionnette que beaucoup attendaient, Octave commence à reconfigurer les alliances en sa faveur. Avec une touche de ruse politique, il s'entoure d'hommes loyaux et commence à utiliser le nom de César comme une arme puissante. Mais ce n'est pas tout. À peine âgé de 20 ans, Octave commence à former son armée, à commander les légions romaines et à prouver qu'il peut gagner des batailles,
ce que beaucoup n'attendaient pas. Les premières confrontations avec Marc-Antoine le placent au cœur de la tempête politique romaine. Après avoir vaincu les forces d'Antoine lors de 2 batailles cruciales, Octave revient à Rome avec la gloire d'un général victorieux. Ce qui semblait être un coup de chance est en réalité le début d'une stratégie impeccable. Avec le soutien du Sénat et la faveur des citoyens qui le voient comme un sauveur, Octave ne gagne pas seulement en légitimité, il commence à être reconnu comme un leader à part entière. Cependant, des rivaux restent encore à Rome. Antoine est toujours vivant et reste une menace, mais Octave a déjà commencé à tisser son réseau d'alliances et est prêt à éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin. Dans la politique romaine, la trahison et la survie deviennent les règles d'un jeu dangereux. C'est ainsi qu'Octave, le jeune homme qui arriva à Rome avec rien d'autre que son nom, commença son ascension vers le pouvoir absolu. Mais le chemin ne fut pas facile. Dans un environnement où la loyauté est éphémère et où l'ambition est impitoyable, Octave allait devenir la figure la plus puissante du monde. Il n'était plus seulement le fils adoptif de César. Il était maintenant l'avenir de Rome. Rome, 43 avenue Jésus-Christ, Octave avait déjà prouvé qu'il n'était pas simplement un héritier. C'était un dirigeant astucieux, déterminé et prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer son pouvoir. Mais malgré son influence croissante, il ne pouvait pas agir seul. Il avait besoin d'alliances, il devait renforcer sa position dans la Rome politique. Ainsi, Octave, Marc-Antoine et l'Épide formèrent le second triumvirat, un pacte entre 3 hommes pour prendre le contrôle de Rome et éradiquer leurs ennemis. Ce triumvirat n'était pas un simple accord de partage du pouvoir. C'était une alliance tactique, mais aussi une manœuvre impitoyable. Dans un pays où la loyauté s'achète et se perd rapidement, les 3 hommes s'engagèrent à éliminer tous ceux qu'ils jugeaient traîtres. La purge romaine était sur le point de commencer. Avec une liste d'ennemis marquée, le triumvirat lança une série d'exécutions et d'exils massifs. Les 300 sénateurs et opposants qui pouvaient menacer leur pouvoir furent brutalement éliminés. La République romaine, déjà affaiblie par des années de conflits et de corruption, fut ensevelie sous le poids de cette révolution politique. Mais cette purge ne se limitait pas aux sénateurs. Marc-Antoine, désireux de se débarrasser de toute menace, ne manqua pas l'occasion de régler ses comptes avec Octave. Dans le passé, ils avaient été alliés, mais l'ambition de pouvoir d'Antoine commença à franchir les limites, et Octave savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Les tensions entre les 2 hommes s'intensifièrent, et la guerre civile semblait de plus en plus inévitable. Dans le même temps, Octave ne resta pas les bras croisés. Avec le contrôle de l'armée, il commença à consolider son pouvoir à Rome. Il mena lui-même des campagnes militaires, affrontant les derniers vestiges de la résistance républicaine et prouvant qu'il n'était pas seulement un leader politique, mais aussi un chef militaire. La guerre pour Rome était désormais une question de survie. Et Octave, bien que jeune, savait que son avenir dépendait de l'écrasement de ses ennemis. Mais la purge ne suffisait pas. Le rêve d'Octave était clair, il ne voulait pas seulement survivre, il voulait transformer Rome en empire. La République romaine, bien que toujours vivante, était mourante, et ce qui restait était une bataille titanesque entre Octave et Marc-Antoine, où un seul d'entre eux sortirait vainqueur. Le destin de Rome se décida à Actium, en 31 avenue Jésus-Christ. Là, Octave et Marc-Antoine ne s'affrontaient pas seulement avec leurs armées, mais dans une lutte pour l'âme de l'Empire. Après des années de manœuvres politiques, d'alliances et de trahison, la grande confrontation finale était sur le point d'éclater. Marc-Antoine, soutenu par sa puissante armée et l'appui de Cléopâtre, reine d'Égypte, faisait face à Octave, qui commandait désormais les forces les plus fortes de Rome. La bataille d'Actium ne fut pas seulement une guerre d'épée et de lance. Ce fut un affrontement d'idéologie, la Rome antique, représentée par Marc-Antoine, cherchant à restaurer les gloires passées via une alliance avec l'Égypte et les ambitions orientales, contre la Rome impériale d'Octave, qui voulait consolider son pouvoir et instaurer un nouvel ordre sous son contrôle absolu. Les 2 dirigeants se préparaient à une guerre décisive, non seulement sur terre, mais aussi sur mer, où les flottes romaines s'affrontaient directement. Malgré les promesses d'Antoine de restaurer le pouvoir de Rome sous sa propre dynastie, Octave ne pouvait pas permettre à son rival de conserver le contrôle des richesses et du pouvoir de l'Égypte, vital pour maintenir la suprématie de Rome. La bataille d'Actium n'était pas seulement une question d'armée, mais une question de stratégie. Octave ne se battait pas seulement pour la victoire militaire, mais pour l'héritage de Rome. Pendant la bataille, Marc-Antoine et Cléopâtre, dans un dernier effort pour gagner, tentèrent d'utiliser leur flotte supérieure et la grande richesse de l'Égypte pour dominer, mais la stratégie d'Octave était plus calculée. Marcus Agrippa, le général fidèle à Octave,
s'avéra crucial pour la victoire, battant les forces d'Antoine dans un affrontement tactiquement brillant. La défaite de Marc-Antoine et Cléopâtre fut déchirante. Tous deux s'enfuirent en Égypte, tandis qu'Octave célébrait une victoire totale. L'Égypte tomba sous le contrôle de Rome, et Cléopâtre, voyant son règne s'effondrer, choisit la mort plutôt que l'humiliation. Marc-Antoine, autrefois second homme le plus puissant de Rome, se suicida, laissant Octave seul maître de Rome. Avec cette victoire, Octave s'assura le contrôle absolu de l'Empire romain, éliminant une bonne fois pour toutes ses rivaux et consolidant son pouvoir. La guerre civile était terminée, et Rome se préparait à entrer dans une nouvelle ère sous l'Empire. La Pax Romana allait commencer. Avec la victoire d'Actium, Rome était unifiée sous un seul dirigeant. Octave, le jeune héritier de Jules César, avait accompli ce que beaucoup considéraient impossible, devenir l'homme le plus puissant de Rome. L'Empire était désormais entre ses mains, mais sa tâche ne faisait que commencer. Octave devait maintenant solidifier son pouvoir et réformer Rome pour que son règne soit durable. De retour à Rome, la situation est délicate. Les Romains, habitués à la République, ne sont pas encore prêts à accepter l'idée d'un souverain absolu. Octave le sait, et c'est là que son intelligence politique entre en jeu. Au lieu de se proclamer dictateur comme l'avait fait son père adoptif, Octave adopte le titre de « princeps », qui signifie « le premier parmi les égaux ». Ce titre, bien que chargé de symbolisme, lui permet de consolider le pouvoir sans susciter trop de soupçons. En fait, Octave fait tout son possible pour ne pas paraître comme un dictateur. Pour Rome, c'est un grand soulagement. Dans une ville qui a connu tant de luttes internes et de guerres civiles, le réformateur Octave présente un pouvoir modéré mais centralisé, promettant un avenir de paix et de prospérité. Octave offre la stabilité, quelque chose que la République, déchirée par des décennies de conflits, ne pouvait plus garantir. Mais dans son esprit, il a une vision plus grande. Rome doit se transformer. Octave n'aspire pas seulement à être un dirigeant efficace, il veut être reconnu comme l'homme qui a façonné l'Empire romain. Ainsi commence son grand projet de réforme. Restaurer Rome à sa grandeur ne signifie pas seulement gagner des batailles, cela signifie aussi construire une nouvelle Rome, plus forte et plus grande que jamais. Sous sa direction, Rome devient un phare de puissance et de grandeur, se transformant d'une ville de briques en une métropole de marbre. La Pax Romana commence à prendre forme. Octave investit dans les infrastructures, construit de nouveaux temples, aqueducs et théâtres. La ville prospère et le commerce s'épanouit sous un régime de paix. L'économie romaine n'a jamais été aussi forte. En même temps, Octave veille à ce que son image soit universellement connue. Dans chaque recoin de l'Empire, des sculptures, bustes et pièces à son effigie sont distribuées, créant une figure omniprésente. Le culte de sa personne se répand rapidement, et peu à peu Octave devient Auguste, le vénéré. Le mois d'août porte son nom, une manière symbolique de reconnaître son importance pour Rome. Malgré les apparences d'un gouvernement républicain, Octave est le seul détenteur du pouvoir. Il contrôle l'armée, la politique et l'économie, et son autorité n'a pas de rival. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il ne recourt jamais à la tyrannie ouverte. Il sait manipuler la perception publique pour atteindre un gouvernement stable et efficace sans être perçu comme un dictateur. Au fil des années, Auguste établit une dynastie impériale. Sa vie prouve que l'ambition, la stratégie et la ruse peuvent transformer un jeune héritier en l'homme qui a fondé l'Empire romain et posé les bases de 200 ans de prospérité. Après des années de guerre civile, de trahison et un empire au bord de l'effondrement, Auguste fait face à son plus grand défi, consolider la paix à Rome. Le rêve de la Pax Romana, la paix romaine, n'est pas seulement un désir personnel d'Auguste, c'est une nécessité vitale pour la survie de l'Empire. En 27 avenue Jésus-Christ, après avoir éliminé ses rivaux et assuré le contrôle absolu, Auguste met en place une série de réformes qui non seulement garantissent la paix intérieure, mais reconfigurent complètement le système politique, militaire et social de Rome. Avec ce nouvel ordre, Auguste cherche non seulement à pacifier Rome, mais aussi à étendre son influence à travers le monde connu. La Pax Romana n'est pas seulement une trêve temporaire. C'est un concept qui définit une époque, une ère de stabilité et de prospérité sans précédent, dans laquelle l'Empire romain atteint son apogée. Auguste obtient la paix non seulement par la force, mais aussi grâce à sa diplomatie habile. Les frontières de l'Empire se stabilisent, les légions romaines sont mieux organisées, et les provinces jouissent d'une autonomie relative sous la supervision de Rome. La centralisation du pouvoir, bien qu'absolue, n'est pas marquée par l'oppression, mais par une gestion intelligente qui favorise l'unité et le bien-être général.
Mais la Pax Romana n'est pas seulement une période de calme aux frontières. Rome prospère intérieurement, le commerce et les routes commerciales se développent, les infrastructures connaissent une croissance impressionnante avec de nouveaux aqueducs, ponts, routes et bâtiments publics, musées, théâtres et bibliothèques qui embellissent la ville tout en renforçant la culture romaine. Rome devient le centre névralgique du monde connu, la capitale impériale qui accueille des peuples de toutes les régions, de la péninsule ibérique à l'Asie mineure. Le commerce avec l'Extrême-Orient se développe à grands pas, tandis que dans la Méditerranée, les routes deviennent plus sûres que jamais, permettant l'échange de biens, d'idées et de culture. Sous Auguste, Rome devient le cœur économique, politique et culturel du monde. De plus, le progrès social est tout aussi important. Bien que la République romaine ait été célèbre pour ses inégalités, Auguste s'efforce de réformer la structure sociale, promouvant le respect des traditions romaines tout en encourageant une nouvelle vision pour l'avenir. Des lois sont établies pour promouvoir la moralité publique et encourager le mariage et la parentalité selon les valeurs romaines, tentant de reconstruire une société affaiblie par des décennies de guerre. Cela lui a permis de consolider une base solide pour la prospérité des citoyens romains. Malgré la stabilité apparente, Auguste ne se repose pas. Il s'assure que la paix soit maintenue grâce à sa puissante armée. Pendant les premières années de son règne, il met en place une stratégie militaire réussie, étendant les frontières de l'Empire et défendant des régions clés comme la Germanie et les provinces orientales. Grâce à la Pax Romana, les Romains peuvent vivre sans craindre les invasions, ce qui favorise une culture florissante. Dans le domaine artistique, Auguste encourage la création de monuments, sculptures et œuvres littéraires qui deviennent des symboles de la grandeur de l'Empire romain. Sous son mécénat, des écrivains comme Virgile et Horace créent des œuvres qui définiront la littérature romaine pour les générations à venir. À la fin, Auguste laissa Rome plus grande et plus puissante qu'à son arrivée au pouvoir. La Pax Romana, avec ses près de 200 ans de paix, devint l'héritage durable qui définissait l'Empire romain comme une puissance mondiale invincible. Malgré ses méthodes politiques souvent contestées, Auguste fit en sorte que Rome atteigne une époque de splendeur sans précédent, devenant l'homme qui fonda l'Empire et laissa une marque indélébile dans l'histoire. Rome, avant Auguste, était une ville marquée par les cicatrices de la guerre, avec des bâtiments détériorés et une infrastructure insuffisante. Mais Auguste, avec sa vision stratégique, comprit que la grande Rome qu'il voulait laisser devait se refléter non seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans son image. En tant que grand bâtisseur, Auguste s'engagea à transformer la ville en un symbole de la grandeur romaine. Avec une Rome usée par des siècles de conflits, Auguste renouvela la ville avec une vision modernisatrice qui en ferait l'une des cités les plus impressionnantes du monde antique. Sa célèbre phrase « J'ai trouvé Rome en briques et je l'ai laissée en marbre » reflète l'ampleur de ce processus de rénovation. La construction de temples, théâtres, aqueducs, routes, ponts et marchés devint une priorité pour le nouvel empereur. La mise en place d'une infrastructure moderne serait clé pour le développement économique, culturel et politique de Rome. L'un de ses projets les plus ambitieux fut la reconstruction du Forum romain, cœur de la vie publique romaine. Grâce à une série de réformes, Auguste créa une ville non seulement fonctionnelle, mais aussi magnifique, où les structures avaient à la fois une signification symbolique et pratique. Sous son règne, 82 temples furent restaurés ou construits en hommage aux dieux romains. Le temple de Mars Vengeur, érigé dans le Forum pour célébrer la victoire aux batailles de Philippe, est l'un des plus représentatifs de sa dynastie impériale. Cette construction n'était pas seulement une manifestation religieuse, mais aussi un symbole du pouvoir et de la légitimité d'Auguste en tant que nouvel homme divin à Rome. À travers ses œuvres, il cherchait à consolider son pouvoir, légitimer son gouvernement et créer une mémoire durable dans la ville. La restauration des aqueducs et le nettoyage du Tibre furent également des mesures qui améliorèrent la qualité de vie dans la ville. L'approvisionnement en eau potable pour toute Rome était une priorité afin d'assurer le bien-être de la population, faisant de la santé publique une base pour la prospérité future. Il entreprit également la construction de théâtres et de bibliothèques publiques, favorisant la culture et les arts dans une société qui bénéficiait désormais de la paix. L'une des grandes réalisations de son règne fut la création d'une brigade de pompiers, une nécessité pour une ville en pleine croissance et exposée au risque d'incendie, surtout au cœur de Rome où les constructions en bois étaient courantes. Auguste, avec une vision pratique et anticipatrice, ne pensait pas seulement à la beauté esthétique de Rome, mais aussi à son fonctionnement efficace. Auguste n'était pas seulement un chef militaire et politique, mais aussi un grand urbaniste. Ces réformes urbaines n'étaient pas seulement nécessaires pour la paix et la stabilité, mais aussi pour consolider l'idée que Rome était le centre de la civilisation. Son attention au développement architectural assemble à l'image d'une Rome qui dominait le monde avec majesté.
Le grand œuvre d'Auguste se dresse donc comme la ville du futur pour Rome au 1er siècle avenue Jésus-Christ, et son héritage architectural survit jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup des monuments qu'Auguste fit construire ou restaurer ont perduré, influençant le développement urbain de Rome pendant des siècles et constituant la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la ville éternelle. Rome, 14 AP Jésus-Christ, Auguste, l'homme qui transforma Rome d'une république déchirée par la guerre en un empire prospère et pacifique, atteint la fin de sa vie. À 76 ans, sa santé commence à décliner, et la mort approche inévitablement. Cependant, bien que son corps soit fatigué, son héritage reste plus vivant que jamais. Avec Rome entre les mains de son beau-fils Tibère, l'avenir de l'Empire semble assuré, mais Auguste sait que son départ marquera la fin d'une ère. Dans ses derniers jours, il convoque sa famille et ses amis les plus proches. Dans le calme de sa chambre, entouré de ceux qu'il a laissés au pouvoir, Auguste réfléchit à sa vie. Avec un ton de résignation et de satisfaction, il fait ses adieux à son héritage, demandant qu'on l'applaudisse et qu'on célèbre l'homme qui sauva Rome et en fit le plus grand empire du monde. Puisque j'ai rempli ma part au-delà de toute mesure, applaudissez-moi tous, dit-il, un dernier geste d'humilité reflétant son profond sens du devoir. Le 19 août 14 AP Jésus-Christ, Auguste meurt paisiblement dans sa villa de Nola, accompagné de son épouse Livie. Bien qu'il ait passé des années à faire face à des trahisons et des défis, sa mort ne fut pas accompagnée des violences qui marquèrent le destin de nombreux dirigeants romains. Dans ces derniers instants, Auguste avait assuré que son héritage serait immortel. Tibère, son beau-fils, lui succéderait, inaugurant une nouvelle dynastie impériale qui resterait au pouvoir pendant plusieurs générations. Rome ne pleura pas seulement la mort de son empereur, mais célébra également sa vie, car Auguste avait accompli ce que peu d'hommes dans l'histoire ont réussi, la transformation d'un empire et la création d'un héritage qui perdurerait pendant des siècles. En reconnaissance de sa grandeur, Auguste fut divinisé après sa mort, et son image devint un symbole éternel de pouvoir et de stabilité. L'empereur qui fonda l'Empire romain et fit de Rome la capitale d'un monde prospère et pacifique laissa une empreinte indélébile. Sa figure divinisée fut élevée au statut de dieu romain, ce qui non seulement l'immortalisa, mais servit aussi de modèle aux empereurs qui le suivirent. Dans les décennies qui suivirent sa mort, Rome continuerait de prospérer sous le règne de ses successeurs, mais la paix et la stabilité qu'il avait instaurées ne seraient jamais perçues de la même manière. Bien que son règne ait été marqué par des défis et des décisions difficiles, c'est finalement sa vision qui permit à Rome de devenir le centre d'un empire mondial et l'un des plus grands empires de l'histoire.